Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale del Paese, in studio il 7 di maggio, siamo in Dama di Nani, che è l'ultima della settimana, e ci ritroviamo da una stonda dopo l'indicativo di Radio Corsica Internazionale con la voce di M. Pietri. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio siamo sempre qui. Voilà, donc un grand bonjour à vous tous, chers amis de Radio Corse Internationale, de Télépaèse. Un long week-end qui arrive, donc, en espérant que vous puissiez en profiter. Et courage pour ceux qui vont être obligés de travailler ce week-end. Voilà, donc c'est votre matinale, un beau programme aujourd'hui, puisqu'on va retrouver des invités. On va parler de Cinedoun avec des invités. On va retrouver aussi la responsable de l'UNICEF de Corse. Et puis, nous aurons bien sûr nos rubriques habituelles, la météo dans un petit moment avec Philippe Jam, qui va nous donner aussi la météo de ce week-end, l'information du jour, les pronostics hippiques, l'horoscope, et puis on va finir cette matinale avec Serenity. Donc, un beau programme donc pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, de la météo, avec un peu de soleil, j'espère, donc, mon cher Philippe, et de l'information. Bonjour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé ce jeudi. Toutefois, dans l'après-midi, des nuages vont bourgeonner dans l'intérieur de l'île, donnant même quelques petites averses en Balagne ou encore dans le Cortenay ou l'Alta Rocca. Le vent d'ouest sera modéré en matinée sur l'ouest de l'île ainsi qu'aux extrémités, faiblissant dans l'après-midi. Les maximales de ce jeudi, 19 à 22 degrés près des côtes, 12 à 18 dans l'intérieur et sur le relief. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Allez, vendredi, la journée débutera par un temps bien ensoleillé, mais dans l'après-midi, des nuages bourgeonneront encore et donnant quelques petites averses dans l'intérieur. Le vent d'ouest sera modéré sur la façade occidentale de l'île. Les maximales 14 à 23 degrés. Samedi, la journée sera ensoleillée, mais un voile nuageux se fera dans l'après-midi. Les températures maximales seront stationnaires. Pour dimanche, il faut s'attendre à un temps nuageux, avec même un petit risque de pluie sur la façade orientale de l'île ainsi que dans l'intérieur, et un bon sirocco. Les maximales seront comprises entre 15 et 23 degrés. Un incendie s'est déclaré hier après-midi au 6e et dernier étage d'un immeuble de la place du Diamant à Ajaccio. Les flammes ont fait de gros dégâts avant d'être maîtrisées par les pompiers, mais aucun blessé n'est à déplorer. Le sinistre serait dû à un court-circuit. À l'appel de l'intersyndicale CGT-STC de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, plusieurs dizaines de salariés se sont rassemblés hier devant la préfecture d'Ajaccio. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées, des faits de harcèlement depuis 18 mois. Les syndicats réclament la mise en place d'un audit en urgence, la suspension du recrutement d'un nouveau directeur, ainsi que des garanties concrètes pour la santé, la dignité et la sécurité des agents. Une délégation sera reçu lundi par le préfet. À l'Île-Rousse, le conflit au centre de distribution du courrier est au point mort. Hier, les négociations n'ont pas abouti. Dans ce conflit, les grévistes réclament la création d'un poste supplémentaire. Mouvement social également à l'ADMR de la Corse du Sud, où l'intersyndicale CGT STCFO réclame les départs du président et de la directrice de la structure, ainsi que la dissolution du conseil d'administration. Lundi, les syndicats avaient déclenché un droit d'alerte, suivi mardi d'un mouvement de grève et d'une occupation des locaux. Pour l'heure, les négociations sont restées vaines. Un conseil d'administration exceptionnel doit se tenir dans les prochaines heures. Une maison de la protection des familles a été inaugurée hier à Bastia. L'établissement est un dispositif de la gendarmerie créé à la suite du Grenelle contre les violences conjugales organisé en 2019. Cet établissement, cette maison est située au sein de la gendarmerie de Montésor. Elle vise à améliorer la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. L'Office de l'environnement de la Corse a procédé à la labellisation de bateliers en activité au sein de la réserve naturelle de Scandola. Ce label élaboré par l'Office en concertation avec les bateliers est nommé Sintinelle et a pour objet d'impliquer ces derniers dans la gestion raisonnée de la réserve. Départ hier matin de Bastia de la Corsica Cyclo GT20. 250 cyclistes, dont 37 coureurs étrangers, composent le peloton. Cette cyclo comporte 5 étapes sur la GT20, soit au total 598 km et un
et un dénivelé de plus de 10 000 mètres. Le porto-véquier Émilien Véron a remporté cette première étape entre Bastia et Saint-Florent. Aujourd'hui, deuxième étape entre Saint-Florent et l'Île-Rousse. Vendredi, les coureurs prendront la direction de Porto avant de rejoindre Corte, Ghisoni et Carbini, où sera jugé l'arrivée dimanche. Enfin, du rugby ce week-end. Auguste, ça va vous plaire, vous qui êtes un ancien pilier de ce sport. Ce samedi 9 octobre à Porto Vecchio abritera la première édition de Corsica 7, un tournoi international de rugby à 7. Lors de cette compétition, la sélection corse affrontera l'Italie, les Barbarians français, l'île Maurice ou encore le Pays Basque. Merci Philippe. Alors, on vous retrouve avec les invités dans un petit moment. On poursuit avec les pronostics hippiques. On s'en va du côté de Longchamp et de Chartres. Donc, pour les pronostics de notre jeune et fidèle Rémi, donc pour les pronostics comme tous les jours. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Remembrand Togo, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Chartres, où dans la seconde, le 12, Kervignac devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la quatrième, le numéro 10, Maribella. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et je vous rappelle que même pendant tout le long du week-end, vous allez pouvoir le retrouver sur l'antenne de Radio Corse International. Donc à 8h30 et 10h30, ainsi que sur les podcasts pour avoir vos pronostics, pour pouvoir jouer donc dans le PMU le plus proche. Voilà donc pour les pronostics. D'autres pronostics, c'est les pronostics de l'horoscope du jour avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les Taureaux, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les Gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref. Des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé. Les capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les Verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être.
Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les poissons. Il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. Paxi que vous pouvez retrouver donc tout au long du week-end aussi sur Radio France Internationale et sur les podcasts. Les invités du jour avec Philippe Jam, on va débuter avec nos invités de Cinedoune et juste après d'autres invités. Donc ce sera donc la responsable de l'UNICEF de Haute-Corse. Nos invités aujourd'hui, Saveria Rojek, journaliste, autrice, réalisatrice, et Marlène Schiappa, ancienne ministre, à l'occasion de la 5e édition du festival Cinedoune organisé par la communauté d'agglomération de Bastia. À l'occasion de cette 5e édition de Cinedoune, notre invitée Saveria Rojek, qui est journaliste politique, présentatrice télé, autrice et réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à ce festival pour présenter un documentaire qui s'appelle donc Au pouvoir et enceinte le tabou. Un petit mot sur le thème, même si le titre est assez explicite. Je voulais traiter la question de l'égalité femmes-hommes, qui est un thème important, je pense, de notre société aujourd'hui. Et je voulais prendre le prisme de la maternité, comment on concilie la maternité et la carrière. Voilà, ce sont des thèmes qui aujourd'hui pour les femmes dans notre société sont importants. Et j'ai pris le prisme des femmes politiques, de ministres, de femmes qu'on imagine puissantes, des femmes de pouvoir, comment elles avaient vécu ces questions-là. Et en fait, j'ai découvert que ça avait été tout aussi dur, si ce n'est même plus dur que pour les femmes. Et donc, si c'est si dur pour même des femmes, des ministres ou des femmes puissantes, qu'est-ce que ça dit de l'égalité réelle dans notre société pour toutes les femmes, en fait? Voilà, c'était ça mon propos. Alors, il y a beaucoup de témoignages de personnalités. Elles se sont livrées facilement. Moi, je suis journaliste politique à la base, donc c'est un métier, un domaine que je pratique depuis longtemps, donc je les connaissais déjà, il y avait aussi une relation un peu de confiance. Ensuite, je pense qu'elles ont compris que mon propos n'était absolument pas un propos racoleur. Ou, voilà, mon propos était vraiment de parler parce qu'en même temps, vous avez raison, leur faire parler de ce qu'il y a de plus intime pour une femme, les problèmes de fertilité, la maternité, etc., etc. Et surtout, on a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elles ont accepté, donc ça montre aussi la confiance, elles ont accepté qu'on filme chez elles. Donc on est allé chez ces féministes et on a même filmé leurs enfants, ce qui est vraiment... C'est la première fois qu'elles ouvraient les portes comme ça de leur intimité, mais parce que je pense qu'elles avaient compris que mon propos était vraiment un propos sociétal et pas un propos racoleur. Voilà. Alors c'est un documentaire qui est sorti il y a un an à peu près. Voilà. Vous avez déjà eu des retours ? Oui, on a beaucoup de retours, on a fait des projections et c'est pour ça que je suis ravie de participer à ce festival aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup justement voir la réaction des jeunes aussi, des jeunes gens. C'est intéressant de voir comment eux réagissent. C'est des choses que les gens ne savent pas. Qu'une femme députée, une sénatrice, une mère AMAIRE, une mairesse, une ministre n'a pas de congé maternité, ça n'existe pas. On ne peut pas poser un congé maternité. Donc ça, les gens ne le savent pas. Donc les gens sont surpris de la reprendre. Enfin, ça déclenche beaucoup de questions. Et puis on a fait des projections. On a fait notamment une projection à l'Assemblée nationale sous le haut patronage de Yael Braun-Pivet. Donc ça aussi, j'étais heureuse de pouvoir... C'était assez symbolique d'avoir toutes ces femmes qui étaient là et la première femme présidente de l'Assemblée qui montrait ce film aux jeunes générations. Et vous pensez que ça peut faire bouger les choses ? En tout cas, plus on en parle, plus les choses bougent. C'est compliqué parce que pour changer les lois à ce niveau-là, par exemple notamment la question du congé maternité, c'est même pas la loi, c'est la Constitution. La Constitution n'a pas prévu qu'un jour des femmes seraient parlementaires ou ministres, et encore moins des femmes en âge de procréer et d'être maman. Et c'est pour ça que le congé maternité n'est pas prévu. Donc si demain on veut donner un congé maternité aux députés ou aux sénatrices, il y a plein de députés là qui ont accouché sur le dernier mandat. Ce sont des jeunes femmes qui ont une trentaine d'années, qui ont 35 ans. Eh bien, elles ne peuvent pas... Voilà, si on veut changer ça, il ne faut pas faire une loi, il faut changer la Constitution. Donc c'est vrai que c'est
un long travail. C'est un long travail. Un petit mot sur votre parcours qui a débuté à Calvi, puisque vous êtes balanine. calvaise, ouais, Comment vous êtes tombé dans le journaliste, en fait, dans le journalisme? Je ne sais pas, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours été intéressée par ça. Tout d'abord par les cours d'histoire géo, par regarder le 20h. À l'époque, je regardais le 20h avec mes parents quand j'étais jeune adolescente. J'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai qu'après mon bac, j'ai tout de suite fait des stages et travaillé des petits boulots là-dedans. Et un passage aux États-Unis aussi, qui est voilà, important. j'ai vécu 5 ans aux États-Unis. Je travaillais pour Paris Match. Ensuite, j'ai travaillé pour CBS News. Et j'étais à l'Université de Columbia. Je trouve que c'est un métier merveilleux parce que c'est un métier qu'on peut exercer de toutes les façons. On peut faire de la radio, on peut faire de la télévision, on peut faire des films documentaires, on peut écrire des livres. Enfin, vous voyez, et puis par ailleurs, vous êtes payé, enfin voilà, vous êtes là pour vous intéresser aux autres, au monde. Enfin voilà, donc moi, c'est un métier que j'adore. Alors justement, vous avez cité qu'en étant journaliste, on pouvait écrire des livres. Vous avez écrit des livres. Absolument. Notamment, en 2001, vous avez sorti Impitoyable, Ouais. qui était sur la campagne de la mairie de Paris. Absolument. Vous avez suivi la récente? Est-ce Alors qu'il y a eu oui, des changements? on m'avait proposé de faire une saison 2 là, pour cette nouvelle campagne municipale, mais je ne l'ai pas faite. Mais en effet, là, mes 2 derniers livres chez Stock sont des livres politiques. Impitoyable, donc j'ai suivi la campagne il y a 6 ans. Et c'était en effet assez drôle à raconter la bataille entre Rachida Dati, Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux, il y avait Cédric Villani. Enfin, c'était une campagne cette année, en c'était effet pas mal non plus. Voilà, très drôle à raconter. Cette année, c'était aussi intéressant. Et puis j'ai fait depuis un autre livre aussi, où j'ai suivi Emmanuel Macron, Justement, la réélection. j'allais en Voilà. parler justement. C'est quelque chose que vous referiez, ça, parce que c'est un lourd travail. Les livres, c'est assez ingrat parce que malheureusement, les gens lisent de moins en moins. Donc les livres se vendent peu, même si je suis très heureuse de l'avoir fait. Et le livre s'est bien vendu. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Voilà. C'est aussi une forme d'expression journalistique. Je le referai. Sans doute pas les mêmes, donc pas de saison 2 sur les campagnes municipales, mais sur d'autres thèmes, oui. Et donc c'était logique que vous tombiez aussi dans le documentaire, dans le cinéma. Oui, oui, c'est une forme d'expression aussi qui réunit l'écrit et le visuel, donc qui est passionnante également. Quels sont les grands projets? Il y a les entretiens sur Voilà, France 3. alors cette Il y a saison, déjà d'autres projets? Il y a peut-être une nouvelle émission aussi sur des écrivains, mais il est un peu tôt pour en parler. Et en effet, cette saison, je présente les grands entretiens de Viastel, une fois par mois, chaque mercredi, le 2e mercredi du mois à 21h. On reçoit une grande personnalité majeure dans son domaine et on la confronte à une personnalité locale, corse, voilà, pour un échange. De travailler en Corse, ça vous plaît voilà. aussi? J'adore, vous en doutez bien. Vous revenez vous ressourcer un petit peu assez souvent. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Invité de cette 5e édition du festival Cinédone, organisé par la communauté d'agglomération de Bastia, Marlène Schiapp, qui est donc notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes invité par les organisateurs pour participer à ce festival. Vous avez participé à une table ronde sur le sujet qui était le film de Saveria Rojek, donc, qui était le titre sur pouvoir enceinte, au pouvoir et enceinte, le tabou, j'y arriverai. Forcément, c'est un sujet qui vous touche personnellement, puisque vous êtes femme et femme politique. Absolument, j'ai témoigné dans le documentaire de Saveria Rojek qui est extrêmement intéressant puisque j'ai fait une fausse couche pendant que j'étais ministre, pendant que j'étais au gouvernement. Je suis maman de 3 enfants, j'ai une grande fille qui a 18 ans, une qui a 14 ans et je viens d'avoir un petit bébé qui a 6 mois et qui est là avec moi au festival. Et en fait, il faut comprendre qu'on est à la croisée de 2 tabous. C'est-à-dire une femme au pouvoir, c'est déjà quelque chose de tabou. Une femme enceinte, c'est quelque chose qu'on cache traditionnellement, ou en tout cas qu'on ne revendique pas. Donc quand on est une femme enceinte au pouvoir, on est vraiment à la croisée de tous les tabous possibles. Alors comment on peut faire bouger les choses ? Déjà en parlant, je pense que c'est pour ça qu'un festival comme Cinédone est extrêmement important, parce que c'est pas anodin de donner la parole, de visibiliser ce sujet et de montrer que oui, quand on est au pouvoir, on en reste quand même un être humain et que le corps des femmes peut être un sujet éminemment politique aujourd'hui. On voit que certains voudraient transformer les femmes en objets de désir, de non-désir, de commentaires. On voit à quel point sur les réseaux sociaux, par exemple, les femmes sont invectivées, prises à partie. C'est très important de rappeler que le corps des femmes est un sujet politique, que ce n'est pas un bien public et qu'elles sont libres de décider elles-mêmes de leur trajectoire et de ce qu'elles en font. Vous avez été ministre notamment de l'égalité homme-femme. Vous avez fait bouger un petit peu quand même les choses. Vous y êtes arrivé, mais ça doit être difficile.
Oui, c'est très difficile. On ne peut pas se satisfaire d'avoir fait bouger les choses. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même changer la loi, par exemple, suite notamment, je vais vous donner un exemple qui concerne la Corse, suite à l'affaire Julie Douib. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette femme qui avait été tuée par son ex-mari. Et j'avais rencontré son père qui était très courageux et qui est un monsieur qui a récupéré du coup la garde de ses petits-enfants. Et il me disait, vous vous rendez compte, depuis sa cellule de prison, le père qui a tué la mère de ses enfants conserve l'autorité parentale et prend les décisions concernant l'éducation des enfants. Et c'était terrible, et donc j'ai fait changer la loi. Et depuis et depuis le Grenelle des violences conjugales, on a renforcé la loi. Les hommes qui tuent la mère de leurs enfants perdent l'autorité parentale, ce qui était quand même la moindre des choses. On a fait développer des bracelets d'éloignement, on a développé le numéro de téléphone, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr pour alerter quand il y a des violences conjugales, parce qu'on est là aussi sur un gros tabou. Et en fait, on part du principe que ça se passe chez les autres et donc ça ne nous regarde pas. On se dit, c'est pas nos affaires, on va pas s'en mêler. Mais quand on voit par exemple un cambriolage dans la maison des voisins, on appelle la police. Donc je pense que quand on entend quelqu'un qui frappe sa femme, ses enfants, il faut absolument appeler la police de la même manière avant qu'il ne soit trop tard, parce que c'est après qu'on le regrette. Les choses bougent un petit peu ou oui, les ça mentalités bouge un peu. Commencent à bouger un peu? Oui, regardez, quand je disais il y a 10 ans, j'avais utilisé le mot féminicide pour qualifier le meurtre d'Alexia Fouillot, qui était connue sous le nom d'Alexia Daval par son mari. Et à l'époque, on disait féminicide, mais Marlène Schiappa invente encore un mot, qu'est-ce que c'est que ce truc de féministe, etc. Et en réalité, aujourd'hui, on décompte les féminicides. Donc je crois que la société a un petit peu évolué sur ce sujet, mais pas encore totalement, parce que tant qu'on n'arrivera pas à diviser par 2, par 3 totalement le nombre de ces féminicides et de ces violences conjugales, mais ça veut dire qu'on devra encore faire un effort. Mais je veux dire quand même, ce qui me semble fondamental, c'est qu'il y a énormément d'hommes qui sont engagés dans ce combat. C'est pas un combat des hommes contre les femmes ou des femmes contre les hommes. C'est un combat des personnes violentes contre les personnes qui n'acceptent pas. Et il y a énormément d'hommes engagés qui soutiennent leurs filles, leurs épouses, leurs sœurs, leurs voisines. Et c'est extrêmement important de le dire. C'est les policiers qui sont en première ligne. La majorité des policiers sont des hommes et c'est grâce à eux, grâce à leurs interventions, qu'on peut y mettre fin. J'en termine en donnant l'exemple de l'affaire Pellico. Ce sont des hommes qui mettent fin à cette affaire. C'est l'agent de sécurité qui, sur la base de la loi que j'ai fait voter sur le upskirting, voit qu'il y a un homme qui prend en photo l'intimité des femmes dans un magasin, l'arrête, et ensuite ce sont 2 hommes policiers qui se disent on va aller perquisitionner l'ordinateur, on remonte l'enquête, et ce sont ces 3 hommes qui sont au point de départ de l'affaire Pellico, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce combat pour les femmes, vous le menez aussi puisque vous êtes présidente d'Active, c'est ça? Absolument. Alors, au quotidien, que ça se passe comment, votre rôle? C'est une ONG que j'ai créée effectivement après quasiment 7 ans au gouvernement. Je suis aussi associée d'une agence qui s'appelle Tilder. On conseille des dirigeants et des dirigeantes. Et moi, j'étais frappée de voir que dans le CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises cotées en France, il y avait 3 femmes CEO qui dirigeaient ces entreprises et 37 hommes. Et à chaque fois que je posais la question, on me disait mais j'aurais adoré nommer une femme, mais j'en ai pas trouvé. Moi, j'avais l'impression que trouver des femmes dirigeantes, c'était quand même pas très difficile. J'en voyais tous les jours. Donc, j'ai constitué un jury avec des personnalités, des chasseurs de tête, les présidents d'Air France, président de Safran, la DG de LinkedIn, etc. Et autour de la table, nous faisons un sourcing et nous identifions les 40 prochaines femmes patronnes du CAC 40 pour dire, regardez, des femmes dirigeantes, il y en a, elles sont là, elles sont prêtes à diriger. Et donc, si vous voulez les chercher, vous les trouverez. La femme qu'on ne trouve pas pour la nommer, c'est la femme qu'on n'a pas cherchée. On voit de plus en plus de femmes dans l'espace aussi maintenant, c'est une victoire. Oui, j'ai vu ça. Alors, je vous avoue, moi, je n'envie pas tellement ce statut parce que dans l'avion Paris-Bastia, j'avais déjà peur des turbulences. Donc, je n'envie pas ce statut, mais je trouve ça magnifique. Et puis, le message qui a été délivré depuis l'espace, qui était un message quand même vraiment de bienveillance, de respect de l'autre, d'émerveillement de la nature, qui sont des choses qui manquent un peu au débat public, qui est souvent très violent, très polarisé et qui vole pas très haut, c'est le cas de le dire, si vous me le permettez. Alors, vous êtes aussi également autrice, vous avez une 40aine de livres, je crois, dont des romans érotiques sous un pseudo. Là aussi, il y a un tabou pour ne pas mettre son vrai nom par rapport aux auteurs, oui? Oui, il y a énormément de tabous. D'ailleurs, vous le savez, parce que c'est pour ça que vous me posez la question, j'ai écrit aussi des livres sur l'ambition des femmes, sur la guerre numérique, sur la politique. C'est moins original, donc on m'en parle moins. Mais bien sûr, c'est la même chose que les femmes enceintes et les femmes au pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui concerne la réappropriation des femmes par les femmes de leur propre corps. On considère que les femmes sont tout à fait aptes à être mises en valeur en maillot de bain, dans les magazines, à moitié nues dans des publicités pour vendre du yaourt ou des shampoings, etc. Ça dérange personne. Mais dès lors qu'elles veulent reprendre le contrôle et être des sujets désirants et pas forcément des
objets de regard de l'autre et des hommes, c'est comme si ça posait problème parce que ça perturbe un petit peu l'ordre établi. Normalement, on part du principe usuellement que l'homme choisit et chasse. C'est la même chose quand j'ai fait la loi contre le harcèlement de rue, où certains ont dit mais en fait on a le droit d'aller draguer dans la rue, sauf qu'on ne peut pas confondre la séduction et le harcèlement. C'est absolument pas la même chose et on sait très bien tous faire la différence. Un homme sait très bien quand il est en train de séduire ou de harceler, et le harcèlement de rue, ce n'est pas un compliment dans la rue. C'est pas pour dire votre chapeau est très élégant, est-ce que je peux me permettre de vous faire un compliment? Non, c'est suivre les femmes, les insulter, les oppresser, les empêcher d'avancer librement, de disposer de leur corps et de l'espace public. D'où vient ce pseudo Marie Minelli? Écoutez, j'aime beaucoup le prénom Marie, voilà, qui est quand même très répandu en Corse. Voilà, on a tellement de Marie dans mon village qu'on les appelle Marie avec le nom de, voilà, vous savez, Marie d'André, Marie de Jean, voilà. Pour les distinguer, quand j'étais petite, je me souvenais ça nous faisait beaucoup rire avec ma sœur. Et surtout que comme il y avait beaucoup d'André et de Jean, il y a beaucoup de Marie d'André et beaucoup de Marie de Jean. Donc il faut dire André de quel père et Jean de quel père. Voilà, c'est le petit clin d'œil généalogique, mais qui me fait sourire. Voilà, j'aime beaucoup ce prénom. Et puis... j'aime bien Liza Minnelli, donc voilà. Mais vous savez, à la base, j'avais pris un pseudonyme pour 2 raisons. Un, parce que je voulais pas qu'on embête ni mes enfants ni mes parents avec ça. Quand vous écrivez des livres un peu olé olé, vous n'avez pas forcément envie que vos parents tombent dessus ou après que vos enfants à l'école soient charriés avec ça. Et puis deuxièmement, parce qu'en France, on met quand même beaucoup les gens dans des cases. Et moi, comme vous savez, je suis un peu multicarte. Donc c'est déjà compliqué pour les gens de comprendre que c'est une femme politique qui a été ministre, qui écrit aussi des livres, qui s'intéresse au féminisme, qui a une ONG, qui fait des trucs sur la maternité, qui est aussi dans les émissions à la télé. C'est déjà beaucoup pour les gens, je les ai déjà perdus à la troisième activité. Donc si en plus je devais rajouter, et puis aussi elle mène un combat pour la liberté des femmes de désirer qui elles veulent, alors là j'avais vraiment perdu tout le monde. Vous avez des projets littéraires ou cinématographiques? Oui, absolument. J'ai 2 projets. Je travaille sur un documentaire sur la question de la guerre numérique contre les femmes, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle La machosphère, qui met en lumière justement le mécanisme des algorithmes. Je suis allée un peu dévoiler les coulisses des algorithmes des réseaux sociaux. Et puis, d'un point de vue d'écriture, ça fait 7 ans maintenant que je travaille sur le fait d'écrire la première biographie de Renée Pagès, qui était la première femme élue de France, qui était élue dans un conseil municipal à Ajaccio au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'était Périni, son nom de jeune fille, et c'était donc la sœur de Vincentella Périni, qui est plus connue sous le nom de Danielle Casanova. Et donc voilà, sa sœur Renée Pagès, la femme de Pierre Pagès, qui était la première femme élue de France. Personne ne sait qui c'est. Il n'y a pas une rue à son nom, il n'y a pas une plaque nulle part à son hommage, en son hommage, alors que ça me semble quand même fondamental d'être la première femme qui est siégée dans un conseil municipal. Et donc dans ce livre, j'essaye de retracer sa vie, son rôle dans la résistance et au regard de sa sœur, mais aussi de sa famille qui était éminente. Ses 2 parents étaient directeurs d'école en Corse. Elle est très corse dans son caractère. Et j'interroge le fait qu'elle soit complètement tombée dans l'oubli, et je pose la question de savoir est-ce que si elle avait été bordelaise ou en Creuse ou parisienne, est-ce qu'elle serait tombée dans l'oubli? Est-ce que le fait qu'elle soit corse contribue finalement au fait qu'on ne l'ait pas honorée comme on aurait dû? Je pose toute cette question dans le livre sur un peu la fabrique du héros, et je veux vraiment réhabiliter cette femme qui a eu une vie incroyable, et à travers elle, parler aussi des résistants corses, dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, en dehors de l'île, et on oublie très souvent que c'était ici le premier endroit, le premier endroit libéré, et libéré par lui-même, sans intervention de tiers, contrairement à la France métropolitaine continentale. Voilà, donc j'aborde tous ces sujets dans ce livre, donc c'est un très gros travail, beaucoup d'historiens de l'île qui m'aident, la famille évidemment, des archives, et j'espère qu'il pourra voir le jour début 2027, après 7 ans de grossesse extrêmement longue, que l'accouchement pourra se passer sans douleur. Marlène Schiappa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Notre invitée aujourd'hui, Bernadette, qui est responsable de l'UNICEF Bastia, UNICEF Corse en général. Bernadette, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF ? Eh bien, l'UNICEF, c'est une organisation non gouvernementale qui est rattachée aux Nations Unies, bien entendu, à New York, qui existe depuis 1946, après la guerre, où tous les pays du monde se sont aperçus qu'il y avait énormément d'enfants orphelins,
dans les rues, esselés, totalement sans famille. Et donc, il n'y avait à ce moment-là pas d'orphelinat, pas d'hôpitaux pour enfants, etc. Donc, les Nations Unies ont décidé de créer l'UNICEF pour venir en aide à tous ces enfants. Et donc, une UNICEF qui se trouve dans tous les pays du monde, en fait. Donc voilà, de par cette création, donc tous les pays du monde ont signé un document unique et exceptionnel qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule que tous les enfants du monde sont égaux et tous les enfants du monde ont les mêmes droits. Donc il y a ce document qui a été signé par 196 pays dans le monde. Quelles sont les actions principales de l'UNICEF j'allais dire au quotidien, oui, presque au quotidien en fait. Alors, les valeurs de l'UNICEF, c'est déjà défendre l'intérêt supérieur de l'enfant et la non-discrimination. Ça, c'est au niveau des valeurs. Et ensuite, après, il y a 3 actions principales. C'est sauver, protéger et éduquer tous les enfants du monde. Voilà. Donc, il y a des pays où c'est peut-être plus dur d'agir, non ? Alors, l'UNICEF est présent dans tous les pays et surtout dans les zones de conflit. Je ne dirais pas que de conflit, dans les zones où vraiment il y a des problèmes. Ça peut être la sécheresse, la malnutrition, les inondations, les tsunamis, etc. Dès qu'il y a un problème sur la Terre, l'UNICEF est alerté et l'UNICEF va aider entièrement, gratuitement, tous ces pays. Alors, donc l'UNICEF est bien sûr présente en France et en Corse. Depuis combien de temps y a-t-il une antenne ici en Corse ? Alors, l'UNICEF France s'est aperçu qu'il y a 2 endroits en France où il n'y avait pas d'antenne. Et un des 2 lieux, c'était en Corse. Voilà. Donc, moi, venant à la retraite m'installer en Corse et plus particulièrement en Bastia, et étant à l'UNICEF depuis une vingtaine d'années, l'UNICEF a dit, voilà, on va essayer de se lancer et on va créer une antenne pour sensibiliser tous les enfants corses, de la maternelle jusqu'aux étudiants, à la Convention des droits de l'enfant, aux droits, leur faire connaître et leur faire savoir qu'ils ont des droits, et impliquer les plus jeunes, les plus grands, les étudiants, par exemple, à agir pour l'UNICEF en menant des actions. Alors, c'est une antenne qui est assez récente, donc, ici à Bastia. C'est une antenne récente qui a 2 ans. D'accord. On va faire la 3e rentrée en septembre. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes 45 bénévoles adhérents à cette antenne corse. Et justement, pour faire connaître un petit peu vos missions, vous organisez ce 10 mai une manifestation bien spéciale. Voilà. Donc, l'idée aussi d'UNICEF France, c'est de se faire connaître à travers différentes activités, différentes manifestations. Et donc, il y a la 2e édition, le 10 km connecté UNICEF pour la nutrition. Voilà. Donc, ça consiste en quoi ? Donc, il s'agit d'organiser une course de 10 km. Les personnes qui souhaitent faire cette course s'inscrivent directement sur l'UNICEF France, sur le site d'UNICEF France, et le rendez-vous est donné le dimanche 10 mai sur le stade de l'Arenella, où nous avons 2 co-organisateurs qui ont bien voulu nous aider. Il s'agit du premier club jeune UNICEF du lycée Jeanne d'Arc de Bastia. Ils sont 21 jeunes motivés, et il y a l'AJB, le club d'athlétisme de Jean Kermouche, qui très volontiers ont décidé de co-organiser cette manifestation. Alors c'est une course, on ne peut pas marcher ? Oui, alors on peut courir 10 km, on peut marcher, et il y a une course spéciale pour les enfants. D'accord, donc le départ est à 10h pour tout le monde, ou ça va être un peu échelonné ? Non, c'est un petit peu échelonné. Le vrai départ est à 10h avec M. Bartoli. C'est le président, le honoraire président de l'AJB, oui. Qui va donner le départ. Et ensuite, les enfants pourront courir 1 kilomètre avec les parents, sans les parents, etc. Alors, c'est un moment de partage, forcément. Oui, c'est un moment de partage, de rencontre. Intergénérationnel aussi. Et intergénérationnel. Et ça nous servira aussi à présenter nos actions et à dire que l'UNICEF est là. Et il y a pas de chrono, en fait. C'est pas une compétition. C'est juste une course amicale, entre guillemets. Alors, c'est pas une compétition, mais on appelle ça le 10 km connecté.
Donc les sportifs, les coureurs qui s'inscrivent à UNICEF doivent avoir leur téléphone ou une montre connectée et leur temps de course sera répertorié à Paris. Et après, il y aura une grille qui affichera tous les sportifs de toute la France avec leur chronomètre. Alors, il y a une obligation, c'est d'être en bleu. On propose de venir avec un t-shirt bleu. Donc, ça va se passer donc, ce dimanche 10 mai donc, au stade de l'Arénée à partir de 10h. Il y a déjà d'autres manifestations de prévues. Alors, d'autres projets de l'UNICEF Bastia, de l'UNICEF Corse. Oui. Moult projets, notamment avec les centres de loisirs de Haute-Corse qui vont organiser le dernier mercredi du mois de mai une manifestation nationale qui s'appelle Unidée. Et donc là, pareil, c'est UNICEF France qui demande à tous les enfants et les jeunes de se réunir le dernier mercredi du mois de mai sur une thématique particulière. Et cette année, la thématique, c'est « Faisons la paix ». Voilà. Il y a des démarches aussi, vous faites des démarches un petit peu dans les établissements scolaires pour vous faire connaître ou auprès d'associations. Comment ça se passe au niveau de la promotion de l'UNICEF Corse ? Alors, en fait, en ma qualité de responsable de l'antenne, ma mission est triple. La première mission, c'est sensibiliser tous les enfants, de la maternelle aux étudiants. Donc, je prends contact avec les directeurs d'établissement et je leur propose de venir sensibiliser les enfants en fonction de leur âge. Il faut savoir que pour faire cette démarche d'entrée dans les écoles, la présidente d'UNICEF France a signé une convention cadre avec le ministère de l'Éducation qui nous permet de rentrer dans les établissements. De plus, on est formé et habilité par UNICEF France pour cela. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui. Notamment sur Facebook. UNICEF Corse, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est bien un message des jeunes ambassadeurs corses qui me disent de ne pas oublier ce message-là. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook à UNICEF Corse. Très bien. Écoutez Bernadette, merci beaucoup. Donc on se donne rendez-vous ce dimanche 10 mai au stade de l'Arénée à partir de 10h pour ce 10 km connecté. Merci Bernadette. Merci à vous. Merci Philippe. Allez, on se fait un petit point de nouveau sur les titres de l'information de ce jour et on se retrouve juste après. À l'appel de l'intersyndicale CGT-STC de l'ADRETS, des salariés se sont rassemblés hier devant la préfecture d'Ajaccio pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Une délégation sera reçue lundi par le préfet. À l'Île-Rousse, le conflit au centre de distribution du courrier est au point mort. Les grévistes réclament la création d'un poste supplémentaire. Grève également à l'ADMR de la Corse du Sud où l'intersyndicale CGT-STCFO réclame le départ du président et de la directrice de la structure ainsi que la dissolution du conseil d'administration. Le porto-vecchier Émile Véraud a remporté hier la première étape de la Corsica Cyclo GT20 après 598 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. L'arrivée sera jugée dimanche à Carbigny. Météo, soleil et averses au menu de ce jeudi. Voilà donc pour les titres de ce jeudi. On va vous souhaiter un long week-end, Philippe, et de belles balades donc sur les sentiers de Corse. Et on se donne rendez-vous bien sûr lundi. On va poursuivre et clôturer cette matinale avec Serenity, donc au programme de Radio Corse International et de Télépaèse. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de comment poser une intention. Dans le monde ésotérique, on entend souvent cette expression, mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? Poser une intention, c'est une prière, c'est une volonté, une pensée profonde que l'on va formuler de façon consciente pour améliorer son bien-être ou alors pour avoir une connexion plus profonde, plus spirituelle. Pour mieux comprendre une intention, il faut comprendre la différence qu'il y a entre une intention et une envie. Une envie, c'est superficiel, c'est matériel. Je veux une voiture. Une intention, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel. Elle vise à s'élever, à élever son âme, à s'améliorer. Une intention, ce n'est pas un souhait. On ne souffle pas une bougie en évoquant une intention. C'est une formule que l'on veut pour se manifester, pour manifester donc son besoin, son envie profonde.
mon intention est d'être plus forte face aux épreuves de la vie. Une intention, elle est également là pour guider nos actions au quotidien et notre énergie. Nos actions doivent être alignées avec notre intention. Être plus fort, être plus calme, il faut que ça soit... voilà, c'est un guide, il faut que ça soit un fil conducteur. Ça se pratique en rituel ou bien en méditation. On peut la verbaliser ou on peut également l'écrire, l'associer également à une pierre, à une plante, à une bougie, pour que vraiment il y ait cette connexion plus profonde, pour qu'on soit vraiment aligné avec notre intention, ce souhait. En conclusion, je dirais qu'une intention, ce n'est pas un vœu magique, c'est vraiment un guide qui est là pour nous aider à nous élever vers la lumière, à s'améliorer dans notre quotidien. Ce n'est pas facile de s'améliorer et si on peut avoir des outils pour le faire, eh bien, je suis ravie de pouvoir vous les donner. La semaine prochaine, je vous donnerai quelques règles que l'on a en ésotérisme pour poser correctement une intention, qu'elle soit verbalisée ou écrite. Je vous dis à la semaine prochaine, mes amis. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Je rappelle que l'ensemble de ces matinales, vous allez pouvoir les retrouver en podcast sur la station, ainsi que les replays sur Télépaèse, Stampa Paèse et Radio Corse International. Si vous voulez nous suivre côté radio et côté Radio Corse International, n'hésitez pas à vous connecter sur notre plateforme rci.websiteradio.co. Vous avez le direct, vous avez aussi les podcasts et les replays de l'ensemble des émissions. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, très long, et on se donne rendez-vous lundi. Tenez des vourtes et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio. Siamo sempre